Laurent Prudhomme, patron du groupe L'Équipe, assis-toi, prends place et prends un micro. Laurent, tu as la lourde tâche de représenter la vision de tous les patrons de presse en ce moment face à cet immense chantier. Est-ce que tu peux commencer d'abord à nous dire un petit mot sur le groupe L'Équipe, qui a un long historique d'ailleurs sur l'IA, hein, parce que c'est pas nouveau. Moi, Emmanuel Alix qui est là en parle depuis longtemps. L'IA, c'était bien avant les annonces d'OpenAI. C'est pas nouveau pour vous. Mais j'imagine que tu te poses les questions qui viennent d'être affichées là. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur le groupe rapidement? Alors très rapidement sur le groupe, je pense que vous connaissez tous l'équipe. C'est un groupe qui est leader sur l'information dans le sport, qui a été créé en 1946. Et très rapidement, je pense qu'on est passé d'un groupe de presse écrite en 3 ans un groupe multimédia. On était avant un journal de papier avec une chaîne de télévision, un site internet, et maintenant on est un groupe multimédia. Et moi j'aime bien, pour illustrer ça, parler de nos 4 médias. On a le quotidien dans sa version papier et PDF, qui est essentiel, qui porte la marque, qui est la vitrine de l'excellence journalistique. On a notre chaîne de télévision qui est très particulière parce que c'est, avant d'être une chaîne de sport, c'est une chaîne gratuite, et donc c'est un peu notre marque de prêt-à-porter. C'est 97% des Français qui sont équipés de télévision ont été en contact avec la marque L'Équipe cette année. Notre troisième média, ce sont nos réseaux sociaux, et ça c'est très important parce que si maintenant on veut toucher les jeunes s'informent majoritairement par les réseaux sociaux, donc on doit être présent, et notamment pour combattre les fake news. Et donc toutes ces infos, enfin toute cette réflexion sur l'IA pour nous est essentielle. Et ces 3 médias, le quotidien, notre chaîne gratuite, nos réseaux sociaux, ont 2 fonctions, c'est d'alimenter et de promouvoir notre 4e média qui est notre plateforme. Et notre plateforme qui nous survivra, qui peut-être que demain, enfin dans très longtemps, quand il y aura plus de papier, il y aura toujours notre version PDF. Plus tard, si un jour il n'y a plus de TNT gratuite, il y aura toujours notre chaîne sur la plateforme et il y aura toutes les vidéos. Voilà, donc en 2 mots. Donc en gros, la transition numérique, c'est fait. Vous étiez tous bien tranquilles. Et tout d'un coup, l'IA déboule. Et exactement, tout d'un coup, l'IA déboule. Donc comment nous, on l'aperçoit Je pense qu'on a, et c'était entre crainte et fascination. C'est exactement ça. Les propos de David étaient intéressants, passionnants, parce que je pense que c'est à la fois, on le voit comme une véritable innovation, comme une opportunité. On a certaines craintes, bien évidemment. C'est, à mon sens, une véritable révolution technologique qui avance avec une vitesse fulgurante et qui a déjà des conséquences considérables. Maintenant, notre responsabilité à l'équipe, la mienne en tant que patron de presse, elle est de ne pas être spectateur. Voilà. Et elle est d'essayer de l'appréhender, de la comprendre, et d'une certaine manière, d'acculturer un peu nos collaborateurs, et en premier lieu, et de le faire en collaboration avec nos journalistes. Et spontanément, qu'est-ce que tu te dis sur la façon dont l'IA peut apporter quelque chose? Parce que toi, ta vision, Emmanuel Alix qui est là-bas, lui, il a le nez dans le moteur, il est sous le capot de la voiture. Mais pour un patron de presse, qu'est-ce que ça peut apporter l'IA dans une activité qui était justement en train de mener sa transition numérique? Comment c'est perçu? Je pense que, pour un groupe de presse, et encore plus un groupe de presse multimédia, le plus gros de notre trésor, ce sont nos contenus. Voilà. Et qu'il faut constamment se battre pour proposer à nos lecteurs, à nos internautes, à nos téléspectateurs, les contenus avec la plus grande valeur ajoutée. Parce qu'une fois de plus, c'est la vitrine de l'excellence journalistique de l'équipe. Et donc l'IA peut nous aider peut-être à faire en sorte que nos journalistes se concentrent sur ces contenus à valeur ajoutée, et peut-être que dans un premier temps, et compte tenu de l'exigence de nos lecteurs, de nos internautes, l'IA peut nous aider à développer du contenu. Mais il y a des craintes et il y a des garde-fous. Oui, parce qu'on dit IA, là, en fait, c'est beaucoup l'IA, ce qu'on appelle l'IA générative. C'est à l'intérieur de la galaxie de l'IA, c'est l'IA générative, avec cette idée que on lâche les rênes et elle va générer du contenu. Et du coup, dans une logique de circuit de production de l'information, où se situent les craintes? C'est-à-dire jusqu'où vous sentez que vous êtes prêt à aller, jusqu'où il ne faut pas aller? Comment vous résolvez ce dilemme? Alors, qui est celui que tout le monde a, hein, en ce moment. Oui, j'imagine. Moi, j'aime bien, pour ça, raisonner avec des exemples. J'aime bien raisonner avec des exemples, et on a une certaine fierté, on ne va pas s'emballer, mais c'est
En été, lors de l'été, c'était au mois de juillet, juin-juillet 2022. Moi, je me souviens très bien, j'étais à un déjeuner et d'un coup, bam, bam, je reçois mais plein de push sur mon portable indiquant que Zidane arrivait comme entraîneur du PSG. Et bon, j'étais surpris, je voyais aucun push de l'équipe. Je vois, on me dit que BFM avait cassé son antenne, RMC ne faisait que ça, pas bon. Et donc, je vous cache pas que j'envoie un petit texto à Jérôme Casadieu, le patron de la rédac, en lui disant qu'est-ce qu'on fout là parce que on... Ah, c'est comme ça que ça se passe. Non, moi jamais, je me permets, mais je pose une question. Voilà. Et lui me dit on bouge pas, on bouge pas. Et une demi-heure après, on envoie un push en disant il n'y a aucun contact entre l'entourage de Zidane et le PSG. Et un peu plus tard, on envoie un autre push en disant c'est Galtier qui est l'entraîneur du PSG. C'est une énorme fierté pour le groupe et pour l'ensemble de la rédaction. Et c'est là où on peut voir un peu de temps en temps la crainte qu'on peut avoir avec l'IA. Parce que si on avait laissé la création ou nos contenus uniquement dans les mains de l'IA, eh ben, effectivement, ils auraient considéré que si BFM casse son antenne, RMC casse son antenne, il y a une vérité. Voilà. Donc, c'est là où il est encore très important de mettre ses garde-fous. C'est ce qu'aurait dit Lazareff. Ça fait 2, 3, ça fait 4 infos avec l'IA. Probablement. Même si elle est fausse. En attendant, dans tout le circuit, ça veut dire aussi, est-ce que vous imaginez c'est pas juste une question de journaliste, l'IA dans l'ensemble du groupe. Comment vous imaginez, quand tu imagines qu'elle sera utilisée, je sais pas, dans les différents métiers, est-ce qu'elle est destinée à être utilisée dans les différents Absolument. métiers ? Non, mais c'est là où tu as entièrement raison. Je pense que l'intelligence artificielle ne concerne pas uniquement, en tout cas pour un groupe média, uniquement les journalistes. Et ce serait même dangereux de ne croire que ça. Et c'est la raison pour laquelle nous, on a déjà commencé à travailler. On a un groupe de travail qui implique évidemment les journalistes, mais pas seulement. La direction juridique, la direction business, du développement. Donc ça, c'est très important. On veut mettre en place des ateliers de sensibilisation auprès de nos collaborateurs. Moi, je crois toujours mantra qui est de se dire plus on comprend quelque chose, j'allais dire moins on en a peur ou plus on l'aime. Voilà. Et donc l'acculturation, à mon sens, est très important. J'aime bien le vin. Plus je m'intéresse à un cépage, plus j'en deviens l'ambassadeur et je m'y intéresse. Donc, ces ateliers, on va les mettre en place. Tu parlais d'Emmanuel Alix, avec ses équipes, toute la direction de l'activité digitale, travaille déjà sur des pistes de réflexion. On peut imaginer demain travailler sur le développement de notre communauté, l'engagement de notre communauté. Il est très important d'engager notre communauté. Donc, c'est le traitement de tous les commentaires que nos internautes font sous nos articles. Ça peut être, on travaille déjà à l'audioisation de nos articles avec les voix des plus grands journalistes de la rédaction. Vous imaginez avoir le compte-rendu de Rennes OL d'hier avec la voix de Vincent Duluc. C'est quand même passionnant. Travailler avec l'intelligence artificielle sur de la création de contenu. Donc voilà. Et tu sais qu'il n'y a que des juristes qui sont en train de compter les couches de droits d'auteur que tu es en train d'ajouter. Non, et je veux juste dire un truc, c'est que en fait, le groupe Amaury, qui est un groupe familial, un groupe indépendant, appréhende déjà ces sujets-là, et ils viennent d'investir dans une société qui s'appelle Le Pont, et qui est un organisme de formation autour de l'IA et de la data. Donc, pour vous dire à quel point c'est un sujet central au sein du groupe. D'un point de vue, alors cette fois, là, c'est le patron d'entreprise qui pense à sa boîte et à l'innovation qu'il y a derrière. Si on parlait d'un niveau un petit peu plus industriel, pour toi, quels sont les points de vigilance et de crainte au niveau industriel, au niveau de, c'est plus que la profession, mais en gros le marché des médias en général. Qu'est-ce que tu peux dire de ça ? Quel type de questions que tu te poses au-delà de la question de la rédaction de l'équipe ? Je vous l'ai dit, je pense que le vrai trésor de notre groupe de médias, mais je pense de tous les éditeurs, ce sont les contenus. Donc il est, à mon sens, extrêmement important de protéger la valeur de nos contenus. Moi, ce qui m'inquiète un tout petit peu, pour en parler régulièrement avec Emmanuel, c'est que je me rends compte notamment que le système de langage qui est développé pour l'IA a été mis au point notamment en récupérant un maximum de contenu d'éditeurs.
Mais c'est pas juste apprendre à écrire, c'est maintenant l'IA a un système de langage qui peut vraiment travailler dans les nuances, dans les jeux de mots, et vous savez qu'à l'équipe, les jeux de mots, on est plutôt spécialiste. Donc c'est ça qui au bout d'un moment, peut être inquiétant. Parce que si les acteurs... Moi, je suis ravi de voir que Google est présent. Et effectivement, David, vous en parliez, il va falloir qu'on apprenne à travailler ensemble. La petite crainte que l'on a, c'est que Google, Microsoft, tous ces grands acteurs puissent maintenant devenir eux-mêmes des producteurs de contenu. Des producteurs de contenu avec nos propres contenus. Et donc, c'est toute la difficulté aussi. Alors, on a beaucoup parlé des droits voisins, mais c'est du partage de la valeur. Juste un exemple, c'est-à-dire que si maintenant Microsoft, Google commencent eux-mêmes à créer leur propre contenu basé sur nos contenus, et qu'ils fassent en sorte de garder leurs utilisateurs dans leur environnement, là, ça commence à poser un problème. Parce qu'on voit une vraie baisse de notre trafic venant des réseaux sociaux ou du SEO. Voilà. Moi je suis ravi d'entendre qu'il va falloir qu'on apprenne à travailler ensemble. Et travailler ensemble, c'est ça aussi. C'est faire en sorte que l'intelligence artificielle se développe, soit si possible, source d'opportunités d'innovation, mais pas de destruction de la valeur ou de la disparition de grands éditeurs. L'équipe fait partie, je crois, des éditeurs qui sont prêts à travailler avec l'IA. Donc, je ne veux pas commenter la tentation pour certains éditeurs de dire non. Et on verra la question de l'opt-out, mais ce n'est pas vraiment la question de l'opt-out. Mais dans cette idée qu'on est prêt à travailler avec l'IA, de ton point de vue, quel type d'exigence on devrait avoir vis-à-vis de cette industrie? Alors, je te remercie de dire qu'effectivement, nous, on est proactif d'abord et on travaille beaucoup et on souhaite embrasser cette révolution. Maintenant, il est important de travailler ensemble sur des garde-fous. Voilà. Il est important, j'allais dire, de faire en sorte que on ne se fasse pas piller nos contenus par des crawlers de contenu. Et on a déjà commencé avec le geste à protéger et à agir contre le pillage de nos contenus. Je pense qu'il est aussi extrêmement important, pareil, de travailler avec les grands acteurs sur une exigence de transparence. La transparence sur les traçabilité. Contenus. Ouais, traçabilité, la transparence sur les contenus crawlés, la transparence des sources, la transparence des algorithmes. Ça, c'est extrêmement important. Et en plus, on est un peu là dans c'est le moment des états généraux de l'information. Travaillons aussi à terme sur un cadre réglementaire. Parce que c'est ce qui nous permettra d'évoluer le plus simplement possible. Alors, on va voir, mais c'est le but de la conférence aujourd'hui aussi, d'arriver justement où on peut avancer dans la logique du cadre réglementaire et de la contractualisation. Juste pour conclure, s'il fallait donner un message au reste de l'industrie, puisqu'il y a quand même des opinions très diverses en ce moment, il y a beaucoup de craintes, mais il y a aussi des éditeurs qui ne se retrouvent pas forcément dans l'idée que tout ça est bénéfique. Qu'est-ce que tu peux donner un petit peu comme message, j'ai envie de dire, au reste du monde des éditeurs en tout cas? Au reste du monde des éditeurs, je ne sais pas, déjà, moi, ce sont des messages que j'essaie de transmettre à nos collaborateurs, à nos journalistes. C'est que je pense, alors peut-être que je suis un petit peu naïf ou trop optimiste, mais je pense que c'est aussi une opportunité pour aller renforcer, j'allais dire, la valeur phare des grandes marques. Le Monde, Le Figaro, L'Équipe peuvent être considérés à terme comme des valeurs refuges, valeurs phares. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup du combat contre les fake news. Notre histoire avec Zidane vous montre que l'excellence journalistique de l'équipe, son réseau, ses contacts, je parlais de Vincent Duluc, son style littéraire, sa plume, tout ça ne pourront jamais être remplacés, à mon sens, par l'IA. Et donc, nous devons être, et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur notre présence sur les réseaux sociaux, parce qu'il est essentiel que les jeunes qui s'informent essentiellement sur les réseaux sociaux aient déjà la marque, l'équipe en face des yeux et se disent ouais, elle est gage de qualité.
Ok, elle a été créée en 1946. Ok, mon père lit l'équipe en papier, mais je sais que lorsque je veux rechercher une information sur le sport, j'ai un contrat de confiance avec l'équipe. Le deuxième élément, et ça je pense que c'est très important et on doit tous travailler ensemble, moi c'est sur la notion démocratique. Voilà, je pense qu'il est... il faut faire très attention, c'est-à-dire que le développement de l'IA ne doit pas conduire à avoir un seul point de vue. Il est très important de continuer à travailler sur l'indépendance des médias, sur la variété des médias, avoir une variété de points de vue. Voilà. Et c'est d'autant plus important que pour nous, le sport, vous pouvez me dire, ouais, ça ne vous concerne pas, c'est juste la transcription du match de la veille. Non, parce que nous, la manière dont on fait évoluer, la manière dont la rédaction fait évoluer la stratégie éditoriale de l'équipe, c'est qu'on considère le sport dans toutes ses dimensions. Dans une dimension sociale, sociétale, judiciaire de temps en temps, économique. On a lancé maintenant un cahier éco. Voilà. Et donc, cette notion-là de protection et d'accès à l'information, de diversité, pluralité de l'information, d'indépendance, pour moi, est essentielle. Merci. C'est un des paradoxes où on est parti. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent qu'il faut contrôler les contenus, parce que c'est les fake news, c'est les contenus. Donc, est-ce qu'on est capable de différencier un contenu d'un autre? Et la logique marque média, c'est la logique plutôt de s'intéresser aux sources, au global, et de savoir si, en tant que source, on peut les caractériser. Et ça rejoint le chantier sur la certification. C'est un peu ça, je crois, qu'il y a derrière la notion de confiance, évidemment. Absolument. Mais aussi le fait d'être capable de caractériser un processus industriel à l'intérieur d'une marque média qui vient un peu labelliser tout ça. Merci Laurent. Merci beaucoup. Merci, bien résumé. Et merci d'avoir parlé pour toute la profession.